tous, bienvenue à notre nouvelle conférence des rencontres de l'orientation du Figaro étudiant at Home. Je suis Emma Ferrand, je suis journaliste au Figaro étudiant et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la thématique suivante, admission parallèle spéciale école d'ingénieurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Morgane, alors pardon si j'écorche votre prénom, Morgane Saveuse. Vous êtes directeur des études au CESI, bonjour. Bonjour. Et Jean Labourdette, directeur adjoint du groupe ESIA et directeur du campus de Laval de l'ESIA. Bonjour à vous aussi. Bonjour. Alors, j'ai une première question. En quoi consistent les admissions parallèles au juste? Alors, bonjour, je prends la parole et puis je laisserai l'autre personne s'exprimer après. Le principe des admissions parallèles, c'est de permettre à des élèves de rentrer soit directement en deuxième année de l'école d'ingénieur ou en quatrième année de l'école d'ingénieur et de profiter de la première année qu'ils ont pu faire dans une autre école ou dans une autre université, de récupérer ces acquis-là et les utiliser directement en deuxième ou en quatrième année. Très bien. Alors, peut-être une précision à ajouter? C'est je dirais, une voie intéressante pour accéder dans des formations, puisqu'on parle des écoles d'ingénieurs ici, sur un titre d'ingénieur, on va dire, qui se fait en 5 ans, en cours de route, en ayant suivi sûrement au préalable une voie autre que celle dénommée classique, type prépa ou prépa intégrée. Donc c'est aussi, à mon sens, pour un projet qui évolue chez un jeune qui n'avait pas forcément en classe de terminale le projet de devenir ingénieur. Et c'est ce projet qui a mûri, que ce soit dans un DUT, que ce soit dans un L3, de réorienter un peu leur choix. Je trouve que ça peut être pertinent pour des projets d'étudiants, à mon sens. Est-ce que toutes les écoles d'ingénieurs peuvent être intégrées via les admissions parallèles? Alors, la commission des titres d'ingénieurs qui coordonne l'ensemble des écoles d'ingénieurs sur ces points-là, l'autorise dans son règlement. Après, c'est chaque école d'ingénieurs qui détermine les conditions d'accès dans son règlement des études ou dans son règlement de sélection. Mais globalement, à ma connaissance, oui, beaucoup d'écoles d'ingénieurs le permettent, voire quasi une totalité des écoles. Et des volumes aussi qui sont libres dans chacune des écoles, puisqu'effectivement, outre les modalités, elles fixent aussi des seuils, des volumes d'accès. Il y a très souvent dans les écoles un nombre de places ouvertes à ces admissions parallèles. Très bien. Merci pour cette réponse. Vous qui êtes chez vous, n'hésitez pas tout au long de la conférence à nous poser vos questions. Vous avez le petit onglet chat en bas à droite de votre fenêtre, normalement, qui vous permet de nous poser des questions, de réagir tout au long de la conférence. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Pour en revenir à cette histoire de seuil, justement, dans une promotion, on considère qu'il y a à peu près combien de personnes qui ont intégré l'école via les admissions parallèles? Bon, comme on le disait tout à l'heure, souvent c'est des petits volumes, hein, c'est pas des gros volumes, surtout qu'il y a une limite qui est imposée par la commission d'études d'ingénieurs, qui est maximum de mémoire un tiers de la promotion assise peut venir d'admission parallèle. Donc c'est souvent des petits volumes qui viennent se greffer à des promotions existantes, et le volume va dépendre des écoles d'ingénieurs. Très bien. Ouais, tout à fait. Et en plus, ça dépend, excusez-moi, ça dépend peut-être Oui, je vous en aussi prie. du niveau d'accès. Bon, si je prends le cas de l'ESIEA, mais chacune des écoles a un peu ses spécificités. On peut y rentrer, on va dire, en L2, au niveau L3, au niveau M1. Il y a juste ce que tout le monde sait en M2, c'est-à-dire dans la dernière année en école d'ingénieur, c'est pas possible d'admettre des étudiants, qui soient admission parallèle ou ailleurs. Si je prends le cas de notre école, on a quand même un flux beaucoup plus important pour rentrer au niveau L3 qu'au niveau L2 ou au niveau M1. Voilà. Plus après, par exemple, des DUT, ça dépend aussi, on va en parler après, si on parle d'accès à la voie de l'apprentissage, où là, c'est quasi exclusivement considéré comme de l'admission parallèle, alors que sur la voie étudiante, on est tous sur des concours communs,
Donc, la voie de l'accès parallèle est peut-être un peu moins massif. Mais ce niveau L3, enfin, au moins dans le cadre de mon école ici, le SIEA, c'est là où on retrouve le plus de masse. Au niveau L2, on a quelques entrées parallèles, mais ça va être on va être tous sur des parcours différenciés. Je prends le cas, par exemple, d'un dispositif que l'on a qui s'appelle Pass SIEA, qui permet à des jeunes issus d'études de santé de basculer sur des études d'ingénieur. Donc, on a des dispositifs qui sont très, très variés et des flux qui, à mon avis, suivant le niveau d'entrée en école d'ingénieur, peuvent être aussi très variés. Je ne sais pas, Morgane, chez vous, si vous avez des accès à un peu tous les niveaux ou c'est très ciblé sur une année? Ouais, on a des accès à tous les niveaux, hein, mais on se rejoint sur ce qui a été dit. Très peu d'entrées au niveau L2, donc post-bac plus 1. On a un gros volume d'entrées post-bac plus 2, notamment dans les filières en apprentissage. À Césy, ça se compte en milliers. Et puis, on a des admissions parallèles post-L3, des gens qui vont rentrer soit directement, comme le permet les règlements, de rentrer en 4e année, ou aussi, là, on retrouve beaucoup d'élèves étrangers aussi, notamment. Merci pour ces éléments de réponse. N'hésitez pas vraiment à nous poser vos questions, hein, chers internautes. Une petite question Je me aussi. permets, Emma, je vois que Cécile pose une question sur les concours. Et justement, elle demande quels sont les concours type admission parallèle. Donc, c'est justement la distinction, à mon sens, entre soit des concours organisés et donc qui ne font pas partie des admissions parallèles, et des admissions parallèles qui sont plus un processus particulier, spécifique à chaque école, qui est justement le processus hors les concours communs ou organisés. On est vraiment sur deux champs, à mon avis, différents. Et alors, Tout du à coup, quelles sont les conditions pour intégrer une école en fait, d'ingénieur en admission parallèle? Alors, si je réponds pour le saisie, puis Jean répondra pour les deux après. Les entrées, par exemple, en 2e année, là, ça va être sur dossier, essentiellement. Ça va être, comme c'est des petits volumes d'élèves, on va être sur le dossier, on va regarder ce qu'a fait l'élève auparavant à l'université ou dans d'autres écoles, et on va travailler avec lui la différence de programme, et puis on va voir s'il peut intégrer l'école. Ça va être le même processus pour des jeunes qui vont rentrer post-licence, donc après bac plus 3. Par contre, pour les élèves qui vont rentrer en admission parallèle après un bac plus 2, donc là, vont rentrer dans le concours d'école, puisqu'on est une école en 5 ans, donc là, on rentre dans le concours post-bac plus 2 pour faire les 3 dernières années. Voilà. Donc, c'est pour ça que Jean le précisait tout à l'heure, il y a vraiment ce qu'on appelle en interne les admissions parallèles qui va concerner les bacs, les entrées en 2e année et en 4e année, mais on a tous quasiment un concours d'entrée post-bac plus 2 pour les élèves qui sortent d'un BTS DUT. Oui, je confirme ce que dit Morgane. Nous, du côté ESIA, on a une sorte de procédure unifiée, en fait, avec une partie dossier, étude de dossier, donc un premier filtre pour regarder si la formation du jeune est en adéquation avec les compétences attendues pour pouvoir intégrer une année. Donc ça, c'est, on va dire, un premier filtre. Et puis après, pour ceux qui ont passé ce premier filtre, on a un système unifié d'entretien. Alors, avec la distinction, et ça, je pense que Morgane pourra bien en parler sur l'apprentissage ou sur la voie étudiante, un entretien qui va de l'entretien qui brasse, en fait, l'entretien de motivation, l'entretien aussi de compétences, parce que parfois, après étude du dossier du jeune, sur une des thématiques, une des compétences scientifiques, technologiques ou autres, eh bien, on a besoin d'avoir des éclaircissements. Donc, il n'est pas rare on est aujourd'hui en session justement d'admission parallèle et c'est tous les jeudis à l'ESIEA. Et donc, j'ai des collègues qui sont en session en ce moment. Et donc, moi, je ne m'exclus pas de temps en temps de poser des petites questions sur les domaines qui sont les nôtres, le numérique, l'informatique, les mathématiques, juste pour essayer de bien corroborer l'impression qu'on a pu avoir dans le dossier, et puis essayer de voir si ça correspond à un vrai projet du
du jeune, parce que je pense que Morgane va me rejoindre tout à fait là-dessus. Quelque part, la question qu'on se pose, c'est on ne veut pas faire perdre de temps aux jeunes. S'il a une formation qui ne lui permettra pas de réussir chez nous, c'est quelque part, ce serait dommage de lui dire oui. Donc, quelque part, la seule question qu'on se pose, c'est est-ce que ce jeune-là, si on le plonge dans l'année qu'il souhaite suivre, est-ce qu'il a de belles chances de réussir? Je pense que c'est l'essentielle question qu'on se pose tous. Oui, c'est pour ça que Jean a raison. C'est pour ça qu'on est vraiment très attentif au dossier, et puis surtout l'argumentation qui est faite par l'élève, de montrer qu'il est capable de s'insérer dans une promotion déjà existante, de peut-être des fois devoir récupérer des prérequis qu'il n'aurait pas vus. Donc là, il peut y avoir une surcharge de travail. Voilà, c'est ça, c'est la motivation, et faire en sorte que les écarts soient pas trop gros entre le programme de l'école et puis ce qu'il a vu auparavant. Mais alors concrètement, quel conseil vous pourriez donner à ces étudiants pour avoir un dossier musclé, et puis aussi pour se préparer aux entretiens? Moi, le conseil que je donne, hein, c'est déjà qu'ils s'informent bien du programme de l'école et qu'ils aient fait ce travail en amont, de regarder la différence entre d'où est-ce qu'ils viennent, leurs compétences, et ce que demande l'école. Et déjà d'identifier s'ils sont capables de faire le travail pour récupérer des fois ce qui a pu être vu avant. Voilà. Plus ils vont arriver avec cette démarche faite-là, mieux ce sera dans l'entretien. Et je rejoins tout à fait ce que dit Morgane. Les jeunes vont aller dans plusieurs écoles, etc. Donc, il faut on n'apprécie pas trop les discours, on va dire, standardisés. On aime bien tous qu'il y ait une certaine adéquation entre le projet du jeune et puis ce qu'il vient chercher chez nous, qui va probablement être différent de ce qu'il va aller chercher dans une autre école, soit à même thématique, soit à thématique distincte. Donc, il faut aussi, je pense, en termes de conseils aux jeunes, et j'en discutais pas plus tard qu'hier avec certains de mes collègues qui font passer des entretiens, ils aiment bien quand même, oui, comme le dit Morgane, que le jeune se soit renseigné sur l'école, les thématiques, idéalement sur la formation, qu'il ait pu, parce que tout ça est en accès libre, donc un jeune qui n'est pas au courant du tout des programmes qu'il pourrait suivre s'il rentrait dans une année, il perd un peu, on va dire, en efficacité par rapport à nos attentes école, je pense. Très bien. On a une question de Olga. Quel profil recrutez-vous en admission parallèle? Je commence pour le saisie et puis Jean continue pour les IR. Bien sûr. Sur les entrées en deuxième année, ce sont des jeunes qui ont validé une L1 scientifique. Voilà, donc il faut que ça soit L1 scientifique, idéalement, s'ils veulent rentrer dans notre parcours commun, puisqu'on a 3 sections, BTP, informatique et généraliste, idéalement une L1 dans le domaine de la deuxième année. Donc, ça sera une L1 informatique s'ils vont rentrer en L2 informatique, et ça sera le même raisonnement pour le BTP et la généraliste. Pour des entrées en quatrième année, ce seront des licences qui ont validé, hein, bien sûr, ou alors des M1 qui réintégreraient en quatrième année. Voilà. Je rejoins aussi ce que dit Morgane. On a tous des diplômes avec des thématiques. Nous, par exemple, on est dans le numérique sur le titre d'ingénieur. Donc, si on est effectivement pour une rentrée en L2, où on est sur un système de prépa intégré, c'est vrai que c'est assez vaste. Comme le dit Morgane, c'est un profil scientifique. Et quand je prends le cas classique, typique, ça va être ou un CPGE première année qui veut rentrer plutôt en école d'ingénieur, ou en L1, on va dire maths physique info, quoi, en gros, dans les domaines qui sont les nôtres. Sur la partie entrée en M1, on a un peu plus de diversité. C'est-à-dire, les jeunes ont suivi des parcours un peu plus variés. Il arrive qu'on ait des Master 2 en physique, par exemple, qui veulent s'orienter sur les systèmes embarqués chez nous. Il arrive qu'on ait parfois
déjà diplômés de Master 2 école de commerce. Alors, je prends des cas extrêmes et des cas particuliers qui veulent rentrer des fois en L2, L3, voilà, où on essaie des gens qui vont avoir une forte compétence dans un secteur. Je prends par exemple le cas de l'informatique. Ils n'ont pas tout le volet système électronique. Donc, s'ils ont un M1 déjà validé, c'est peut-être possible de rentrer en L3. Et je vais laisser rebondir Morgane juste après. Sur le grand flux d'entrée parallèle, sur le niveau L3, que ce soit sur la voie étudiante ou sur la voie apprentissage, là c'est un peu différent. Sur la voie pour une entrée en L3, dans les secteurs qui sont les nôtres du numérique, on a 2 flux assez bien identifiés qui sont des DUT informatique ou des DUT GE2I. Que ce soit sur la voie étudiante ou sur la voie de l'apprentissage, il y en a d'autres, évidemment. On a toute une liste. Et quand vous allez sur le site des écoles, vous avez la liste de tous les diplômes qui sont conseillés pour candidater aux écoles. Mais on a pu remarquer depuis quelques années que c'est quand même 2 belles voies d'approvisionnement, on va dire. Alors peut-être que vous, Morgane, dans les secteurs qui sont les vôtres, vous avez évidemment d'autres formations différenciées, Ouais. peut-être. C'est un tout petit peu différent en fonction des spécialités. Pour la spécialité informatique, beaucoup viennent de notre cycle préparatoire intégré. Et puis, le recrutement autre sera des DUT informatiques pour la grande majorité, ou à la rigueur, quelques CPGE. Tous les ans, on en a. Sur les ingénieurs BTP, pour la grande partie, c'est des DUT génie civil qui vont intégrer la spécialité. Et puis, sur la spécialité généraliste, là, c'est très, très large. Spécialité généraliste, par définition, elle est ouverte à plusieurs métiers. Donc, on va avoir des DUT physique, on va avoir des DUT mécanique, électricité, CPGE. Là, c'est très, très large. C'est pour ça qu'on a un concours où les élèves vont choisir quelles épreuves ils souhaitent passer. Et sur les sites de toutes les écoles sont écrits des diplômes qui permettent de candidater à ces admissions parallèles suivant les secteurs. Si je prends par exemple quelqu'un qui aurait fait, je prends l'exemple de ce que vous citiez, Morgane, sur le génie civil. Nous, comme on n'a pas ce type de formation, on ne le liste pas en disant un DUT en génie civil va pouvoir candidater sur une rentrée en L3 dans le domaine du numérique. Oui, en général, toutes les écoles mettent à disposition sur leur site internet soit le règlement de sélection, soit un extrait du règlement des études, ou alors écrivent clairement les filières admissibles dans les spécialités. On a une nouvelle question de Marilyn. Qu'en est-il des diplômés qui se réorientent après avoir quitté les études depuis plusieurs années? Ah, c'est une bonne question, ça, de Méline. Tout va dépendre tout va dépendre du niveau d'études de la personne. Ce que l'on voit de temps en temps, là, ça sera toujours des parcours uniques, hein, ça va se travailler profil par profil, mais on va essayer de regarder si on ne peut pas lui valider des unités d'enseignement en fonction du parcours, et on essaye d'aménager le plus possible les parcours. Alors ça, c'est possible sur les statuts étudiants, c'est beaucoup plus difficile sur l'apprentissage. Et en fonction du niveau, si c'est des personnes qui ont des M2, on va regarder si des fois, par exemple, des masters spécialisés ne seraient pas plus adaptés qu'à une réintégration dans l'école d'ingénieur. Oui, tout à fait. Je rejoins la Morgane complètement. C'est presque du cousu humain, hein, ce type de profils qui viennent, parce que c'est vraiment des profils, on n'en a pas deux pareils. Ça reste des profils qui peuvent être intéressants. Alors c'est vrai que ça concerne des très 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 petits volumes, hein, des personnes qui auraient eu une activité par exemple professionnelle après l'obtention du diplôme. Ceci dit, pour le peu de jeunes qu'on a pu intégrer, ils sont intéressants parce qu'évidemment, il y a une maturité, une expérience qui est très différente du jeune qui n'a que suivi des études jusqu'à présent. Voilà. Mais ça concerne vraiment des très très petits volumes. Il ne faut pas hésiter parce que suivant les domaines, je pense que ça peut être pertinent. On a une question supplémentaire. C'est l'excellence académique, donc c'est-à-dire les bonnes notes, mais aussi le bon classement au niveau de la promotion, pas de redoublement, qui importe ou pas? Mais
Et oui, les admissions parallèles, hormis les admissions post-bac plus 2, hein, qui dans les écoles d'ingénieurs, on le dit depuis le démarrage, c'est un traitement à part. Mais pour vraiment les admissions parallèles à bac plus post-bac plus 1 et bac plus 4, oui, là, on va vraiment regarder le dossier académique parce qu'on le disait, hein, il y a un changement d'école. Donc, peut-être qu'il y a des prérequis qui n'ont pas été travaillés parce que chaque école est libre dans son programme. Donc, ça veut dire que l'élève qui va être en admission parallèle va déjà devoir réintégrer une promotion déjà existante avec des groupes. Voilà. Donc, on sait que c'est un petit travail en soi. Et en plus, des fois, va devoir rattraper des enseignements de première année parce qu'ils sont nécessaires dans cette deuxième année. Donc là, oui, des bons moments. Tout à fait. Comme on le disait tout à l'heure, ce qu'on cherche, c'est si on admet un jeune, on va avoir une certaine garantie de réussite. Alors évidemment, c'est pas la seule, l'excellence académique, mais si elle n'est pas là, c'est déjà c'est un manque. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est regardé à la fois dans le dossier, et je vous disais tout à l'heure, à la fois dans l'entretien, quand il y a des entretiens, bien, on essaie de voir qu'effectivement, les compétences soient quand même assez solides pour pouvoir garantir, assurer quoi, cette réussite. Au niveau du planning, quand est-ce qu'il faut présenter sa candidature? Alors, c'est en même temps que les autres candidatures. Des fois, ça peut même être un petit peu plus tard, puisqu'on est sur des dossiers vraiment sur des petites quantités. Donc, on a des demandes en ce moment, mais on sait par habitude qu'on va en avoir jusqu'à juillet, août, des fois même début septembre. On a des demandes d'admission parallèles. Oui, c'est quelque part un peu l'intérêt de ces admissions parallèles, c'est qu'elles ne sont pas soumises à des calendriers, on va dire aussi obligatoires qu'un concours, date d'inscription, date de passage, résultats, etc. Donc ils sont obligés, c'est normal, on y participe aussi à certains, d'avoir vraiment un séquencement un peu rigide et commun à tout le monde. L'intérêt des admissions parallèles, c'est, si je prends le cas de l'ESUA, dès janvier, vous savez, quand vous avez des premiers contacts, des premières portes ouvertes, bien, c'est quelque chose de plus souple puisque c'est à l'organisation des écoles. Donc ça va, comme le disait Morgane, ça peut démarrer en janvier, ça peut aller jusqu'à une extrême limite un peu avant les dates de rentrée, donc fin août, début septembre aussi pour ceux qui ont des rentrées tardives. Il faut reconnaître qu'il y a des pics quand même, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, oui, c'est un très bon moment, c'est un gros pic quoi, depuis mai de traitement de ces candidatures. Voilà. Les jeunes sont en fin de formation ou ils sont en stage dans leur DUT. Juin n'est pas trop tard pour se préoccuper d'une future orientation. Mars est très bien. On a une question qui vient d'arriver de Audrey. Que devrait savoir une autodidacte pour tenter une entrée en admission parallèle en filière informatique? Alors pour ma part, je dirais, à mon avis, c'est pour une entrée en deuxième année en L2, si je Ouais, on comprends n'a pas le détail. si je comprends la question. Donc, avoir des bonnes bases scientifiques, ça c'est important, on l'a dit avec Jean tout à l'heure. L'algorithmique est très importante pour les filières informatiques, pour le côté développement. Et puis, peut-être un assez bon niveau, je dirais, en électronique et en électricité, ou en tout cas sur ces bases d'électronique et d'électricité. Il y a aussi une obligation. Par exemple, pour une entrée en L2, nous, on demande à ce qu'il y ait 60 crédits CTS automatiquement validés d'un niveau L1. Donc, pour quelqu'un qui... tout dépend ce que ça veut dire autodidacte. Imaginons que ce soit une jeune personne qui n'ait pas le bac, mais qui soit un expert et qui se soit formé par elle-même, quoi, l'informatique. De notre côté, on ne saurait pas l'admettre sur une L2. Donc, on demande de 60 crédits CTS validés pour une entrée en L2, 180 pour une entrée à L3, etc. Oui, c'est idem pour le saisie. Il faut la validation de crédits ECTS obligatoire. Pour pouvoir intégrer. Oui, pour pouvoir intégrer. Oui. 60 crédits de première année scientifique pour pouvoir intégrer en L2. Oui, peut-être
les personnes qui sont en ligne et qui ne sont pas familières avec notre vocabulaire et notre jargon dans l'enseignement supérieur, je vais faire très simple, je vais schématiser. Une année donne 60 crédits CTS, une année réussie. Donc, quand on fait le cumul 60 plus 60, qui font ici 120, 180, etc. Donc, pour une entrée à Bac plus 1, à Bac plus 2, il faut avoir 60 crédits CTS et les DUT, les BTS, les licences, quasi toutes les formations, et c'est le cas des formations habilité CTI, on fonctionne sur ce système-là. Et donc, il faut au moins avoir un niveau équivalent avant de rentrer dans une année. Quelqu'un qui aurait par exemple un L1 validé et un L2 invalidé dans sa formation, je me vois mal l'admettre en L3, sachant que dans la prof formation qu'il a suivie, il n'a pas réussi. Enfin, ça n'aurait pas de sens, je pense. Oui, donc il faut nécessairement, oui, on le rappelle, pour intégrer une école en admission parallèle, il faut avoir un minimum de bagages étudiants. Très concrètement, pour les étudiants qui se posent encore des questions, qui hésitent, qui connaissent mal le système des admissions parallèles, est-ce que vous pourriez lister les avantages et les inconvénients de ce système? Alors, avantage, inconvénient de l'admission parallèle. L'avantage, c'est un jeune qui rentre en admission parallèle, c'est qu'il est conscient qu'il n'a pas forcément fait le bon choix, mais ça lui permet quand même dans sa première année, de récupérer ce qui a pu être vu dans la première année et puis de partir dans l'école de son choix. Donc ça, on récupère quand même une partie, ça évite de redoubler ou alors d'attendre trop longtemps, et puis ça reviendra sur la question d'Olga après, de se dire je termine mon DUT et puis je vais passer le concours d'entrée en cycle ingénieur. La mission parallèle, c'est de se dire peut-être que la première année de DUT, elle peut être transférée tout de suite dans l'école d'ingénieur. Donc c'est un gain de temps. Le désavantage, c'est que, comme on disait tout à l'heure, ça va demander à l'élève peut-être une surcharge de travail de récupérer quelques enseignements du passé. Ça veut dire aussi intégrer une promotion qu'on ne connaît pas, et alors que la promotion a déjà 1 an d'existence, voire des fois 3 ans d'existence dans les écoles en 5 ans, comme Alésia, comme Assisi. Voilà, c'est des élèves qui se connaissent depuis des années et des années. Donc, intégrer le groupe, ça peut être un peu plus difficile. C'est exactement ça, Morgane. C'est nous, que ce soit le CESI ou le SIEA, quand on conçoit, on est tous des écoles post-bac, donc 5 ans quoi, pour permettre aux jeunes de devenir ingénieurs. Quand on conçoit nos programmes, on imagine que le jeune suit ces 5 ans. Dans ces admissions parallèles, c'est finalement des gens, des jeunes personnes qui revisitent, on va dire, leur parcours. Donc, on ne leur en veut pas de ne pas nous avoir rejoints, d'avoir pris la décision plutôt de ne pas nous avoir rejoints aussitôt après le bac. Mais du coup, comme ils ont revisité leur parcours, leur envie, bien oui, il va y avoir des efforts pour faire coïncider les compétences avec lesquelles ils arrivent, avec les compétences attendues des jeunes de la promo qu'ils rejoignent, avec, oui, les inévitables adaptations à de nouveaux camarades, un nouvel environnement pédagogique, souvent un lieu aussi qui change. Donc il y a une phase d'adaptation qui nécessite peut-être une belle autonomie quoi, à ce moment-là. Oui, le travail complémentaire sur lequel revenait Morgane, s'ils n'ont pas vu exactement la même chose, il faut qu'ils soient capables d'aller mobiliser ici ce temps de travail nécessaire pour rattraper les manques qu'ils pourraient observer. Et puis, dans les principaux avantages que je vois, c'est le jeune, oui, il a la possibilité à l'heure actuelle de revisiter son projet. On ne se trompe pas quand on commence par un DUT et qu'on bascule sur une école d'ingénieur, etc. C'est super de pouvoir revisiter à un moment donné son projet, de revoir à la hausse son ambition, pourquoi pas. Je trouve ça c'est une belle avancée pour les jeunes, cette possibilité ici d'admission parallèle. On a une nouvelle question de Olga. Quelle voie choisir entre l'admission parallèle ou le concours pour rentrer en cycle ingénieur?
Alors, si je comprends bien la question, c'est une personne qui a un bac plus 2, hein, à mon avis. Donc, dans toutes les écoles, qu'elles soient des écoles en 5 ans ou en ce qu'on appelle en 2 plus 3, c'est-à-dire des écoles qui admettent en cycle ingénieur, si on rentre avec un bac plus 2, on rentre dans un cas qui est bien précis, qui est souvent très lié au concours d'entrée à l'école d'ingénieur. Dans beaucoup d'écoles, et c'est le cas à Césy, on a dans notre modalité de sélection euh, ce qu'on appelle les grands classés, hein, typiquement, c'est-à-dire avec des personnes qui ont très bien réussi leur bac plus 2, peuvent intégrer directement, sans passer le concours, le cycle ingénieur. Il y aura obligatoirement l'entretien oral, hein, ça c'est important. Donc si c'est un bac plus 2, on rentre dans la sélection post-bac plus 2, et là c'est soit le concours, soit admission sur titre. D'accord. Mm. Jean, peut-être quelque chose à ajouter? Juste pour illustrer par la pratique, quand je prends la classe de niveau L3, on a 3 types de publics. On a des publics qui sont venus avec nous dans le post-bac, donc sur les domaines qui sont les nôtres. Et quand je prends les sciences d'application tout particulièrement, l'informatique, les systèmes, l'électronique, on a des jeunes qui sont dans la continuité. Donc on a tout ce qui est au programme, la maquette pédagogique est prévu pour eux, et je l'espère qu'ils sont bien adaptés et qu'on a bien fait notre job. À côté de ça, on va avoir des jeunes issus de concours, type concours de CPGE. Donc des jeunes qui parfois peuvent être un peu plus fans, un peu plus musclés sur des sciences de base, type physique et mathématiques, mais qui n'auront pas les 2 ans de pratique des jeunes qui sont chez nous, qui, par exemple, n'ont pas fait de chimie, qui auront fait très tôt de l'algorithmique. Et donc, il va un peu souffrir, le jeune qui vient de prépa, peut-être sur les domaines d'application, les champs d'application, et c'est là où il va devoir faire des efforts. Et comme le disait Morgane, dans toutes les écoles, on a des processus d'adaptation, des séminaires, de pré-rentrée, des suivis. Parfois, certains ont des classes spécifiques, etc. Et il y a la 3e voie, qui sont souvent les admissions parallèles. Et je prends l'exemple typique du DUT informatique, qui lui, effectivement, il va se régaler dans le labo, mais il va peut-être un peu souffrir en mathématiques sur la partie théorie, puisqu'il n'a pas suivi exactement le même parcours que soit le jeune de prépa ou de prépa intégrée. Il va peut-être un peu souffrir aussi sur des parties systèmes qui n'étaient pas les spécialités dans son DUT informatique, mais il va rattraper. Et c'est là où je rejoins totalement Morgane sur la partie, oui, il faut que le jeune soit juste conscient qu'il va avoir une quantité d'efforts complémentaires à fournir, et c'est faisable. Mais voilà. Et donc, on a un peu ces 3 publics, et en toute honnêteté, on fait tous passer des jurys de diplomation. Quand je suis dans un jury de diplomation avec un jeune qui vient de passer 6 mois en entreprise, je suis incapable de voir est-ce qu'il a fait il y a 3 ans une classe prépa, un DUT, est-ce qu'il était chez nous, etc. Enfin, tout ça s'estompe, et c'est un peu l'intérêt de nos formations. Très bien. On a une question de Zachary. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire comme Zachary. Posez-nous vos questions. On est là pour y répondre encore pour quelques minutes. Vaut-il mieux choisir le concours post-bac pour entrer en école d'ingénieur si on souhaite dès la terminale une école d'ingénieur? Ou alors, je complète sa question, ou alors attendre, faire un DUT ou autre, et ensuite passer par le biais des admissions parallèles? Je pense qu'on va encore se rejoindre avec Jean sur la question. De plus en plus d'écoles d'ingénieurs passent en école en 5 ans. C'est-à-dire l'idée, c'est de prendre des élèves qui sortent du baccalauréat, les emmener sur les 5 ans. Ça offre l'avantage que disait Jean tout à l'heure, de pouvoir, pour chaque école, on crée notre propre programme, notre propre progression pédagogique. Il est vrai que c'est une transformation importante parce qu'il y a quelques années, les écoles en 3 ans étaient beaucoup plus nombreuses que les écoles en 5 ans. Et on voit aujourd'hui en France clairement une tendance de passer en école en 5 ans. Donc, voilà, moi qui pilote une école en 5 ans, j'invite les élèves plutôt à utiliser le Parcoursup dès la terminale, à chercher l'entrée en école d'ingénieur. Ce qui n'est pas bloquant avec des élèves qui veulent faire un DUT, puis après rentrer en école d'ingénieur. Jean le disait hein, tout à l'heure, au bout de 2 ans, 3 ans, oui, c'est à peu près le même profil qui va sortir de l'école.
L'avantage des écoles en 5 ans par rapport à des écoles en 2+3, c'est si l'élève travaille régulièrement, il n'y a pas de concours. Il passe d'année en année, il valide ses crédits ECTS. C'est beaucoup plus progressif que cette fameuse étape de concours qui peut arriver post-bac plus 2, qui peut être plus difficile pour l'élève. Absolument. Non, mais je rejoins tout à fait ce que dit Morgane. Oui, on conçoit une progressivité sur 5 ans. Donc c'est pour ça, il vaut mieux choisir, je ne sais pas s'il vaut mieux, je dirais que c'est plus confortable de rentrer ici au niveau post-bac, parce que finalement, on leur a balisé le chemin, puisque dans notre esprit, on le conçoit sur 5 ans. Et je dirais que c'est plus confortable. Ceci dit, ça n'exclut pas ces entrées parallèles, puisqu'on le fait. Une admission parallèle, à mon sens, va avoir d'autant plus de sens que c'est une réorientation, une re-réflexion sur le sujet. C'est-à-dire, je comprendrais mal un jeune qui, en terminale, sait qu'il va le devenir ingénieur, qui va partir sur une autre formation, par exemple un DUT, pour après rentrer en école d'ingénieur. Je me posais la question, si dès la terminale, il veut devenir ingénieur, mais il cherche à fuir quelque chose. Non, mais c'est vrai, on peut légitimement se poser cette question. Donc je dirais qu'il vaut mieux, je ne sais pas, mais à mon sens, c'est énormément plus confortable, linéaire, l'effort est lissé, que de rentrer un peu comme quand vous arrivez dans un match après la première mi-temps. Ça se fait, il y a des professionnels dont c'est leur job de ne rentrer qu'en deuxième mi-temps. C'est peut-être moins facile, on est plus reposé, on a fait moins de choses avant, j'en sais rien. Donc c'est quand même plus confortable, parce que dans nos esprits d'école post-bac, voilà, si on doit prendre un élève type, on va prendre celui qui nous rentre après le bac. Voilà le programme qu'on va lui construire. J'aimerais bien qu'on revienne... pardon, je vous en prie, Morgane, allez-y. Oui, parce que Zachary parlait du concours post-bac. Oui. Donc, je pense peut-être derrière, il y avait la question des concours à venir et autres. Et c'est vrai que cette année est un peu particulière et il y a peut-être des leçons à tirer de cette année. C'est qu'il n'y a pas eu de concours, clairement, avec des épreuves classiques comme on avait l'habitude de faire, soit au niveau baccalauréat ou bac plus 2. Cette année, le ministère a choisi d'imposer aux écoles de tout miser sur le parcours de l'élève, sur le dossier de l'élève. Je ne sais pas ce que ça donnera pour l'année prochaine ou dans les années qui viennent. Il y a des leçons à tirer de ça. Donc cette année, même le concours à venir, si je ne dis pas de bêtises, a classé ses élèves uniquement sur leurs résultats de terminale. Alors effectivement, on vit tous une période particulière. Si je prends le concours puissance alpha sur lequel était le SIEA, il y avait déjà incorporé de toute manière dans le concours puissance alpha une partie de dossier et qui pouvait aller jusqu'à 60% pour les écoles. Donc elle était déjà très prégnante, cette notion de dossier. Par contre, venait à côté la partie concours qui, on pouvait imaginer dans certains cas, peut inverser la tendance dans un sens comme dans l'autre. Là, on vient de basculer tout d'un coup, on va dire par obligation, comme le dit Morgane, sur du 100% dossier. Donc effectivement, est-ce que ça va changer la donne? Peut-être. Radicalement, je ne l'espère pas et je ne le pense pas. Voilà. Mais bon, c'est qu'un avis personnel. On verra ça dans les mois qui viennent, de toute façon. Dans 5 ans, on se revoit dans 5 ans et puis on fait un petit bilan. Exactement. Peut-être revenir rapidement sur le point de l'entretien. Quel conseil vous pourriez donner à un étudiant pour qu'il se prépare bien à l'entretien et également d'un point de vue tenue, comportement, mais aussi quelles questions en général sont posées lors de ces entretiens de motivation? Pour le saisie, je dirais surtout le dossier académique, c'est important, mais de plus en plus, et je crois que beaucoup d'écoles, on regarde autre chose aussi que le dossier académique. On a tous développé des pédagogies différentes en fonction des écoles. Au saisie, on est en pédagogie active, on va utiliser du PBL ou des pédagogies par projet. Donc, on va
à la fois chercher le dossier académique, hein, ça c'est obligatoire, mais aussi rechercher chez l'élève ses capacités à travailler en groupe, à s'insérer dans un groupe, à faire preuve de leadership. Donc tout ça doit se ressentir au moment de l'entretien. Ça peut d'ailleurs même des fois, un peu comme ce qu'on vient de dire sur le concours Alpha ou autre, changer la donne. C'est que un écart sur un dossier académique peut des fois être comblé par d'autres compétences personnelles. Donc, l'entretien oral est surtout pas à négliger. Il faut vraiment que l'élève nous montre ses compétences. Pour nous, c'est le travail en groupe, sa capacité à intégrer des groupes, le leadership, la manière de parler, parler bien évidemment sans trop de fautes de français. Voilà, être à l'aise à l'oral, c'est ce qu'on va rechercher. Et la tenue vestimentaire, on n'impose pas le costume et la cravate, hein, on n'est pas là-dedans, mais bien évidemment, une tenue correcte est attendue. Oui. Absolument. C'est un peu aussi l'intérêt quand il y a une partie autre que le dossier, quand il y a une partie entretien. Est-ce que quelqu'un de brillant, de très brillant en mathématiques, physique, est peut-être est le futur professionnel brillant? Je n'en sais rien. Je suis totalement incapable de me prononcer là-dessus. Et dans l'intérêt aussi de cet échange, alors entretien qu'on appelle de motivation, etc., ou multi-compétences, de cet échange qu'on va avoir, c'est les valeurs qui ne sont pas quelque part écrites dans le dossier. Je veux dire, il y a des jeunes, quand ils vous parlent de leur projet, ils en parlent avec les yeux qui brillent. C'est plus, on fait plus attention à ça qu'à la cravate qui est de travers ou la cravate qui est pas là. Comme disait Morgane, on n'a pas trop de dress code en fait sur nos écoles, mais on regarde, excusez-moi, tout ce qui est pas dans le dossier, voilà, tu as fait des trucs en dehors de compétences, tu as été apprendre telle technologie, tu as travaillé sur tel projet, ah oui, tu as déjà 3 ans d'expérience pratique, voilà, tu as mené un projet open source, voilà, il y a plein de choses, tous les à côté finalement, de l'entretien, c'est pour ça que souvent il s'appelle entretien de motivation, parce que oui, on va regarder autre chose que ce qui est écrit dans le dossier, essayer de sonder. Et donc, bien s'y préparer, il ne faut pas surjouer non plus, parce que quelqu'un qui nous vend du rêve, quand il arrive dans l'établissement, si à un moment donné, toutes les compétences qu'il a pu afficher, il ne les a pas, ça se retournera contre lui. Donc, je dirais presque qu'il faut être soi, il faut être naturel dans un entretien, ne pas surjouer, ne pas sous-jouer. Et c'est là où c'est important, il faut le préparer, il faut réfléchir dans ce que j'ai fait, mes hobbies, mes activités, qu'est-ce que j'ai fait de pertinent qui va donner du sens à mon projet, un peu comme quand un jeune diplômé va passer un entretien dans une entreprise, un entretien d'embauche, il ne peut pas se targuer d'avoir une expérience professionnelle de folie. Par contre, il a pu faire au sein de l'école déjà des projets sur des thématiques qui sont très pertinentes pour l'entreprise. Il a pu faire des stages, il a pu faire un job perso. Tout ça fait partie de l'expérience. Et dans un entretien, qu'il soit d'intégration en école d'ingénieur ou d'embauche ou de recherche de stage, c'est toujours un peu quand même les mêmes principes. On n'est pas trop éloigné de ce type de domaine. Très bien. On arrive bientôt à la fin de cette conférence. Est-ce que vous auriez un dernier conseil, une dernière recommandation à faire à ces étudiants qui se questionnent sur le sujet des admissions parallèles? Surtout en ce moment, avec la situation qu'on connaît, toutes les écoles quand même continuent d'assurer la promotion de l'école avec des journées portes ouvertes. N'hésitez pas à aller voir les écoles, à vous renseigner. Moi, je vois malheureusement chaque année des élèves qui, via Parcoursup, et le phénomène des classements ou autres, arrivent à l'école sans trop connaître le fonctionnement de l'école, ont peut-être jamais été faire une journée porte ouverte. Donc voilà, mon conseil, c'est regarder les écoles, aller les voir, même si c'est possible à distance en ce moment, il y a des visites virtuelles qui sont organisées. Ne faites pas que du Parcoursup. Je rejoins... On est vraiment cousins, je pense, Morgane. Je rejoins tout à fait ce que dit Morgane. Traditionnellement, quand on termine ce type de conférence, on les invite, venez nous rencontrer. Bon, là, les écoles sont fermées, donc on ne peut pas leur dire. Mais oui, on a tous développé, et c'est un peu
les petits plus quand même de la période, c'est qu'on a fait tous des journées portes ouvertes virtuelles. Et l'intérêt, c'est qu'elles sont disponibles à satiété à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Donc, je serai un jeune, j'aurai un entretien à passer à l'ESIEA cet après-midi. Je me rue sur le site, j'ai 1 heure de journée porte ouverte, j'écoute un peu les discours, les attendus. Voilà. J'ai même plus besoin de me rendre et d'attendre telle date pour me rendre sur une JPO. Donc, profitez des désavantages que nous procure la crise pour en faire des avantages. Eh ben, merci pour ces conseils et merci pour toutes les réponses aux questions que vous ont posées tous les étudiants aujourd'hui. Merci à vous qui êtes derrière votre écran et puis n'hésitez pas à poursuivre, à suivre tout au long de la journée les conférences et puis encore demain sur un autre sujet. Et moi, je vous dis à bientôt et à très vite.